Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous raconte 3 threads d'horreur, un format que vous appréciez particulièrement. Moi, c'est MX Vidéo et sur ma chaîne, je raconte des histoires horribles, incroyables, des histoires vraies de crimes, mais évidemment aussi des threads d'horreur. Donc si vous voulez en voir plus et de plus en plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux où je poste pas mal de choses. Vous trouverez évidemment tous les liens en description. Sur ce, on est parti pour 3 histoires horribles. Venez avec moi, let's go! La première histoire, c'est l'histoire de Marie. Marie nous explique qu'au moment de l'histoire, elle était étudiante, qu'elle était très studieuse et qu'après une semaine vraiment chargée, elle avait le plaisir, comme elle le dit elle-même, d'avoir la maison de ses parents pour elle toute seule. Donc comme nous tous quand on était jeunes, ou en tout cas comme la plupart d'entre nous, on était très contents d'avoir la maison de nos parents pour nous tout seuls, et la seule contrepartie qu'elle a, c'est de nourrir et de promener le chien quelques fois par jour. Et elle précise que c'est exactement sur ce dernier point que ça va partir en couille. Marie nous explique que la maison de ses parents, elle est située au milieu d'un village un peu paumé, donc il y a pas mal de champs autour pour promener le chien, donc c'est assez agréable. Marie nous explique aussi que c'est le mois de novembre, donc elle s'habille bien pour affronter le froid, et elle part promener son chien, et tout se passe à merveille. Marie se balade sur un chemin plutôt forestier à côté d'un champ, et elle explique qu'au milieu de la balade, elle voit un homme à une centaine de mètres d'elle qui est en train lui aussi de promener son chien. Bon, elle explique que rien d'incroyable à ce moment-là, puisque à cette heure-là, c'est un peu l'heure où tout le monde sort son chien dans le village, donc rien d'anormal. Sauf qu'au moment de le croiser, le mec lui fait un sourire plutôt malsain et il ne lui répond même pas à son bonjour, ce qui la met plutôt mal à l'aise. Elle explique aussi qu'il avait une position un peu voûtée et qu'il avait vraiment des yeux de fou dans la manière dont il la fixait. Donc Marie le dépasse et une fois qu'elle l'a dépassé, elle entend juste derrière elle l'homme qui lui dit « Ne t'en fais pas, n'aie pas peur. Si tu veux, on peut aller promener nos deux chiens et les faire jouer ensemble un peu plus loin. » Et Marie nous explique que la manière dont le gars a dit ça l'a fait totalement flipper. Bref, Marie lui répond pas trop, elle trace sa route, elle fait encore quelques centaines de mètres, elle croise un autre homme cette fois-ci qui a 2 chiens, avec lui tout se passe bien, il est pas du tout chelou, il répond à son bonjour, etc. Rien d'anormal avec cette personne. Les chiens jouent ensemble, Marie discute avec ce mec-là, aucun souci, et elle continue sa route tranquillement, jusqu'à un moment où elle se dit qu'elle va peut-être regarder derrière elle, comme ça, pour voir un peu le chemin qu'elle a parcouru. Sauf que quand elle se retourne, elle voit le mec qui lui avait déjà fait peur, qui a fait demi-tour et qui est en train d'avancer assez rapidement vers elle. Elle explique que ça l'a un peu inquiétée, encore plus, puisqu'en fait ce chemin fait normalement une boucle très praticable qui ne donne aucune raison à personne en général de faire demi-tour. Et en plus de ça, comme je vous le disais, son pas est très rapide et se dirige clairement en direction de Marie. Donc Marie, qui n'est pas du tout en confiance, je vous rappelle qu'elle a le champ juste à côté, elle décide de passer le barbelé du champ et de traverser à travers ce champ, direction sa maison qui est visible de là où elle est. Sauf que quand elle se retourne, elle voit toujours le mec avec les yeux rivés sur elle, qui s'approche lui aussi du grillage et accélère encore plus le pas. Là, Marie, elle se chie littéralement dessus. Son réflexe, c'est d'appeler son chien, et tenez-vous bien, de courir à travers le champ en direction de sa maison. Meilleur réflexe, hein, on aurait tous fait ça, on se serait barré en courant à travers le champ, en direction de la maison, hop hop hop, on va fermer la clé, plus vite que ça, y a pas le temps là. Elle explique aussi que peut-être ce mec n'avait pas de mauvaises intentions et que ça la faisait passer pour une idiote, mais bon, tant pis, elle décide quand même de courir parce qu'elle a trop peur. Arrivée au bout de sa course et au bout du champ, elle doit escalader une autre clôture et à ce moment-là, elle décide de se retourner et ce qu'elle voit va lui glacer le sang. Elle voit l'homme qui est en train de la fixer juste derrière la première clôture qu'elle a déjà enjambée. Il la fixe sans bouger. Elle explique que elle est très fine et très petite, donc elle a pu se faufiler entre le grillage, mais elle explique qu'un homme de sa corpulence à lui n'aurait pas pu se faufiler et que c'est sûrement pour ça qu'il n'a pas passé le grillage. Il est juste resté là, à la fixer avec ses yeux de fou, comme elle l'explique elle-même, et sans bouger. Finalement, Marie, même en étant très loin, elle est tétanisée, elle le fixe, et au bout d'une minute, il finit par tourner la tête et reprendre sa route normalement. De son côté, Marie, elle a finalement fini par rentrer chez elle. Elle explique qu'elle a fermé toutes les portes à clé et qu'elle a même gardé un couteau avec elle. Meilleur réflexe, tu survivrais dans un film d'horreur, pas de souci. Sachant qu'en plus, 15 minutes plus tard, alors qu'elle regardait par la fenêtre, elle a vu cet homme repasser devant chez elle et fixer sa maison. Ce qui l'a, d'après elle, encore plus confortée dans l'idée de garder ce couteau. Et je te confirme, t'as bien fait de te conforter dans l'idée, moi je l'aurais gardé aussi, hein, limite je l'aurais lancé dessus je crois. Et c'est comme ça que se termine cette histoire. Marie explique que peut-être, encore une fois, il n'avait pas de mauvaise intention, mais qu'elle a eu un vrai mauvais feeling et elle explique que peut-être que si le mec avec ses 2 autres chiens n'avait pas été là, bah elle a l'impression qu'il lui serait arrivé des mauvaises choses. En tout cas, Marie, très bon réflexe, n'hésitez pas à courir si le danger se fait sentir, tant pis si vous passez pour des idiots, c'est pas grave, sauvez votre peau, vraiment.
La prochaine histoire, c'est l'histoire de Julian. Julian nous explique qu'elle s'est passée il y a des dizaines d'années et qu'encore aujourd'hui, quand il repense à cette histoire, il imagine qu'il a échappé au pire. Il explique qu'en 2013, il a commencé ses études d'ostéopathie et que pour payer un peu ses études et sa vie en général, il a trouvé un métier de gardien de nuit dans un centre qui accueille les handicapés moteurs. C'était un ancien grand manoir des années 70 qui était réhabilité donc pour accueillir ces personnes-là avec un grand parc autour. Pour ce poste-là, il nous explique qu'il a passé 2 entretiens et qu'il avait plus ou moins compris que l'ancien gardien de nuit qui était plus là, il avait été un peu mis à la porte, un peu brutalement. Il explique que ce travail lui allait parfaitement, puisqu'il lui permettait en même temps d'étudier ses cours. En fait, il restait dans une chambre qui était réhabilitée en bureau, qui était assez sobre, et il devait simplement faire une ronde toutes les 2 heures au milieu du bâtiment. Il explique que la nuit, il lui arrivait de croiser des infirmières, qu'elles étaient seulement 2 pour 40 patients, mais comme c'était assez calme la nuit, souvent elles dormaient et il croisait personne durant toute la nuit. Julien, il explique qu'il aimait pas trop faire sa ronde au rez-de-chaussée parce que c'était vraiment la partie la plus vétuste et que au niveau de ce rez-de-chaussée, il y avait aussi une pièce assez lugubre avec des anciennes prothèses et des anciens fauteuils roulants, un peu comme un musée, mais la nuit ça donnait vraiment une ambiance un peu glauque, je pense que vous pouvez l'imaginer. Heureusement, il explique que cette pièce, il n'avait pas à la traverser et le reste c'était surtout des bureaux bien aménagés, etc. Voilà, rien de très angoissant, on va dire. Il dit qu'au début de son job, tout se passait très bien et que même si le rythme jour-nuit, un peu devoir travailler la nuit, bosser ses cours la journée était un peu éprouvant de temps en temps, bah ça lui permettait vraiment de concilier les deux, donc c'était vraiment cool. Les nuits se passaient relativement bien en plus de ça et passaient très très vite d'après lui. Sauf qu'au bout de 2 mois, il a commencé à se passer des choses un peu bizarres. Il explique que des fois quand il revenait de ses rondes, il retrouvait son manteau par terre au milieu de la pièce alors qu'il le rangeait toujours dans un placard. À ce moment-là, il se dit simplement que c'est peut-être la fatigue qui lui joue un peu des tours et qu'il voulait pas trop reconnaître que c'était quelque chose d'anormal, voilà, il voulait pas trop s'inquiéter non plus lui-même. Parfois même, il explique qu'il retrouvait des bouteilles de bière sous la cage d'escalier, alors qu'il était, comme il le dit lui-même, à 80% sûr qu'elle n'était pas à la ronde précédente. Donc les 2 heures avant, il les avait pas vues, donc il était sûr que ça y était pas, et là 2 heures après, il retrouvait des canettes de bière, etc. sous la cage d'escalier. Le moment où il a vraiment commencé à flipper, c'est quand il a retrouvé des portes d'accès ouvertes, alors qu'il était normalement le seul à avoir les clés pour les ouvrir. Ça pue la merde. À ce moment-là, Julien, il a un très bon réflexe, il demande à son chef de service si quelqu'un d'autre pourrait passer la nuit, un médecin, etc. et avoir les clés, mais son chef de service lui répond simplement que non. Bon, malgré ces événements, il essaie quand même de faire abstraction parce qu'il explique que le salaire était quand même assez conséquent par rapport au temps qu'il passait là-bas, et le fait de pouvoir bosser ses cours la nuit, ça lui faisait prendre énormément d'avance, et il explique que ça se ressentait aussi sur ses notes. Un jour où il devait faire sa ronde vers 2 h du matin, il y a quelque chose qui l'interpelle parce que normalement tout le couloir et les pièces sont un peu plongées dans la pénombre puisque c'est la nuit. Elles sont même en général éclairées seulement par les panneaux de sortie de secours. Sauf que là, dans une pièce, il a vu un halo de lumière. En s'approchant de la pièce, il découvre des morceaux de verre par terre et à l'intérieur, il entend des grognements et un discours qu'il n'arrive pas à comprendre. Là, Julien, il panique un peu, il se cache dans le coin du couloir et il attend de voir qui va sortir de la pièce. Quelques minutes plus tard, il voit un homme déshabillé, torse nu, avec une béquille dans les mains, qui avait l'air plutôt alcoolisé et qui continuait à grogner et à grommeler un peu des choses incompréhensibles. Discrètement, Julien, il décide de rebrousser chemin pour appeler la gendarmerie, mais d'abord, il monte à l'étage pour demander aux infirmières de s'enfermer au cas où cet homme serait violent. Julien, t'as déjà un réflexe de héros. Il appelle finalement la gendarmerie, quelqu'un lui dit qu'ils seront là dans 30 minutes. 30 minutes, c'est quand même assez long. Au bout de quelques minutes, il entend des bruits provenant du fond du couloir, et en arrivant à la hauteur d'une chambre qui est normalement vide, il voit à ce moment-là l'homme qui en sort. Il porte un bas de jogging et marche pieds nus, avec les pieds ensanglantés car il aurait apparemment marché dans les bouts de verre. De là où il est, Julien peut même sentir qu'il sent l'alcool, et au même moment, l'homme se retourne et voit Julien au bout du couloir. Et là, l'homme va vers lui et lui dit bonjour de manière tout à fait normale. Pas du tout, non. L'homme se met à courir sur lui en brandissant sa béquille comme s'il voulait le frapper avec. Pendant quelques secondes, Julien est tétanisé, il demande à l'homme de rester où il est avant d'arriver à prendre ses jambes à son cou et à courir le plus vite possible. Julien arrive au rez-de-chaussée, sort dans le parc à toute vitesse et alors qu'il s'apprête à rappeler la gendarmerie, une voiture arrive. La suite, Julien, il la connaît pas trop. La seule chose qu'il sait, c'est que donc les gendarmes lui ont posé quelques questions, qu'ils ont investi le bâtiment et qu'ils lui ont simplement demandé d'appeler son employeur. 15 minutes après, son chef de service était là et il lui a demandé de rentrer chez lui. Le lendemain, Julien a simplement posé sa démission. Après cette expérience traumatisante, on peut le comprendre et gros soutien à toi, Julien. 3 jours après, la gendarmerie a finalement rappelé Julien pour avoir plus d'informations et lui aussi a essayé d'en savoir plus, mais ils lui ont simplement expliqué que quelqu'un était rentré dans les bureaux et avait dégradé
dégrader un peu le matériel. Un an plus tard, il recroise une infirmière avec qui il travaillait ces nuits-là dans un magasin et c'est à ce moment-là qu'il aura le fin mot de l'histoire. L'homme était en fait l'ancien gardien de nuit. Il avait un passé un peu douteux et un gros problème avec l'alcool. Pour ça qu'il sentait de loin quoi. Il avait été mis à pied 2 fois pour manque de professionnalisme et il était même accusé d'attouchement sur les patients. À la suite de ces accusations, il aurait été viré directement, mais il aurait réussi à faire un double des clés et donc il venait régulièrement la nuit pour profiter du centre et on ne sait pas faire quoi d'autre, mais en tout cas pas des choses très bien a priori. Il faut savoir que un mois avant que Julien prenne son poste, une infirmière s'était fait agresser sur le parking de l'établissement et elle avait pris 2 coups de poing. La police à ce moment-là pensait à un vol qui avait mal tourné, sauf qu'en réalité, vous vous en doutez bien, c'était le gardien. Et en plus de ça, c'est rajouté apparemment sur son dossier une affaire de violence conjugale qui l'a emmené en prison durant 2 ans. Julien il explique que ce soir-là, s'il n'avait pas réussi à s'enfuir, il est persuadé que l'homme l'aurait battu avec cette béquille car il était alcoolisé et sûrement frustré de voir quelqu'un d'autre à son poste. Il explique que c'était vraiment la pire nuit de sa vie. La troisième histoire, c'est l'histoire de Camille. Elle explique qu'elle s'est passée quand elle avait à peu près 21 ou 22 ans. Elle explique qu'à ce moment-là, elle travaillait sur un plateau téléphonique et qu'elle faisait plutôt des horaires de 14h à 22h et que comme en plus c'était l'hiver, il faisait nuit très très tôt. Donc comme une journée normale, 22h arrive, elle quitte son travail, elle prend sa voiture, se dirige rapidement chez elle où l'attendent, comme elle le dit elle-même, une bonne série et ses chats. Une bonne soirée qui s'annonce. Elle explique qu'à cette période-là, elle vivait dans l'ancienne maison de son père, qui était dans un coin paumé sans réseau, et que son père, lui, avait repris la maison de ses grands-parents et qu'elle était située à seulement 100 mètres de la maison où vivait actuellement Camille. Elle explique que entre sa maison et celle de son père, il n'y a qu'une maison qui les sépare, donc même si c'est un coin paumé, elle se sent quand même en sécurité. Ce qu'elle dit aussi, c'est que c'est tellement perdu que pour rentrer chez elle, il fallait vraiment le vouloir parce que c'était limite même pas visible qu'il y avait une entrée et qu'il y avait des maisons là où elle était en fait. Bref, Camille arrive chez elle, elle gare sa voiture et en même pas 10 minutes, elle est douchée, mise en pyjama, elle s'installe dans le canapé sous sa couette avec son chat et elle lance sa série. Ça, c'est efficace, y a pas de souci. On connaît le moment où on arrive, on sort du taf et on rentre, on s'installe dans le canapé, franchement, c'est limite si je le ressens pas là. Au milieu de l'épisode de sa série, elle entend un bruit dehors, mais elle y prête pas trop attention, elle se dit que c'est sûrement un animal, sauf qu'au bout d'un moment, elle entend quelqu'un qui frappe très fort à son entrée. Camille explique que c'est une porte en bois et que du coup, quand on frappe dessus très fort, et ben ça résonne dans toute la maison. À ce moment-là, Camille, elle se paralyse un peu sous sa couette. Au fond, elle entend un peu une femme qui parle, mais comme c'est au milieu de sa série, elle distingue pas vraiment ce qu'elle dit et elle se dit que c'est peut-être sa belle-mère et que finalement, il y a seulement peut-être un problème. Donc Camille, elle décide finalement de mettre sa série sur pause, de descendre, sauf qu'au moment où elle descend, elle entend de nouveau la voix de la femme qui lui dit « Je sais que vous êtes là ». À ce moment-là, Camille, elle commence à se sentir pas très bien. Elle se rend compte que de 1, elle ne connaît pas cette voix et que de 2, c'est pas vraiment une phrase normale. Elle va vers le Velux, regarde discrètement à travers et elle voit une voiture, les phares allumés, avec au moins une personne du côté passager. Camille nous explique à ce moment-là qu'elle a un réflexe qui l'a peut-être sauvée puisqu'elle pense à quelque chose que son père lui a laissé dans un étui et elle va finalement le chercher. Son père lui a dit d'utiliser ce qu'il y a dans cet étui seulement en cas d'urgence. Et là, Camille estime que c'est un cas d'urgence. En tout cas, la situation prête un petit peu à quelque chose d'urgent en effet et de dangereux, parce que bon, ça a l'air quand même chelou. Pendant ce temps, la femme continue de frapper à la porte très fort et elle dit que sa voiture est en panne et qu'elle a besoin d'un téléphone. Sauf que la fenêtre de Camille donne clairement sur le palier et devant sa maison et qu'elle entend le moteur de la voiture tourner. Elle se repenche alors du côté du Velux et voit toujours cette personne qui a l'air d'être un homme du côté passager mais qui ne bouge pas d'1 millimètre. Elle explique qu'elle ouvre l'étui que son père lui a laissé, elle entrouvre le Velux en demandant à la femme de partir car elle lui explique qu'elle ne lui ouvrira pas. Et c'est là que Camille a compris qu'elle n'était pas folle et qu'elle a eu un très bon réflexe puisque la femme s'est tournée vers elle avec un sourire glaçant et lui a simplement dit « On sait que tu es seule ». À ce moment-là, Camille, elle sort donc définitivement ce qu'il y a dans l'étui et elle le met à travers la fenêtre. En fait, il s'agit d'un fusil de chasse. Donc là, Camille, en réponse à ce danger, elle sort un fusil de chasse. Je pense que c'est très dissuasif, en effet. Bon, elle explique qu'il n'est pas chargé et que c'est justement, surtout, pour dissuader. Elle explique que Camille, de son côté, elle avait la lumière allumée dans la pièce dans laquelle elle était et qu'elle a fait comme si elle chargeait son fusil de chasse en faisant en sorte que ça s'entende bien, que le bruit du chargement s'entende très très bien depuis l'extérieur. Et là, elle a juste dit « Mon père est à 100 mètres, je l'ai eu au téléphone il y a 30 secondes, il a le même fusil que moi et on a pas mal de cartouches. Celles que je viens de mettre dans le fusil sont pour les sangliers, donc je te conseille de remonter dans ta voiture parce que je vise très bien. » La vie de Camille, c'est un film d'action, clairement.
En fait, le thread d'horreur, il est pas vécu par Camille, hein, il est vécu par la personne qui a frappé chez elle. Vraiment, là, elle se chie dessus, à mon avis. Elle s'attendait pas à cette réponse. À ce moment-là, la femme, elle essaie de rajouter quelque chose, sauf que Camille, elle vise dans la direction de la femme, et la femme détale à ce moment-là, remonte dans sa voiture, fait marche arrière et se casse littéralement. 30 secondes après, ce coup-ci, elle a fini par réussir à appeler son père, avec un peu de réseau qu'elle avait. Son père est arrivé littéralement quelques secondes après, avec un fusil, mais lui, il n'était pas déchargé, clairement. Lui, il n'était pas là pour rigoler. Clairement, ne faites pas de thread d'horreur à Camille et à sa famille. Voilà, vous allez vous faire buter. Bon, du coup, les personnages qui ont voulu effrayer Camille était bel et bien parti. Le lendemain, le père de Camille a confié un de ses chiens à sa fille pour qu'il puisse garder la maison et un peu l'alerter et la protéger. Sauf qu'elle n'a plus jamais eu ce genre de problème. Et bien heureusement pour toi Camille. Et je pense que de toute façon, le message est passé, ils reviendront pas te faire chier. Et voilà, c'est déjà la fin de ces 3 threads d'horreur. J'espère qu'ils vous ont plu. Moi, je prends toujours autant de plaisir à en lire des dizaines et des dizaines. Honnêtement, j'en lis vraiment souvent. Et des fois, il y a des petites pépites comme ça. Moi, je les ai trouvées vraiment bien. Donc, j'espère aussi qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à liker, partager et bien évidemment à vous abonner à cette chaîne si vous voulez en voir plus. Et à me dire aussi quelle histoire vous avez préférée en commentaire. Ça me ferait hyper plaisir et me dire un peu ce que vous voulez voir aussi, hein. N'hésitez pas à le dire. Moi, ça m'aide aussi énormément. Sur ce, si c'est le soir pour vous, je vous souhaite une excellente nuit. Et n'oubliez pas de garder l'étui avec le fusil de chasse à côté de vous. Ça peut servir, hein, apparemment. Ou un couteau aussi, comme on l'a vu dans la première histoire. Ça peut servir aussi. Ou en tout cas, qu'il soit le soir, la nuit, la journée, le matin, peu importe. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous la famille.